Oui, mesdames et messieurs, vous êtes dans le Carré rond, saison 5, épisode 34. Et non, vous n'avez pas la berlue, vous l'avez connu sous le nom de The Mountie, du Fabulous Rougeau Brother, des Québécois, Jacques Rougeau. Comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous autres. Salut Martin, ça va très très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast. Écoute, il y a de l'action de ce temps-ci, en tout cas. Ouais, ben là, c'est ça roule. On va en parler, évidemment. Puis je salue évidemment au passage mes collègues, mais on va se concentrer, bien sûr, sur ta présence, Jacques. Je te disais tantôt, en toute transparence, pour tous ceux qui sont avec nous présentement, que nous autres, ça nous tente de parler d'autre chose que ce que tu parles toujours, parce que on est tous des fans finis de lutte puis de lutte old school, puis on le connaît tous, puis l'histoire avec le Dynamite Kid, on la connaît, puis tu sais, on sait pas mal ton parcours. Puis je te disais, moi, que ça me tentait qu'on parle plus de tes débuts, des territoires. Tu sais, t'as travaillé avec Stu, t'as travaillé à Stampede Wrestling, t'as été au Mexique, t'es remonté après ça. Déjà, Raymond avait travaillé dans NWA dans certains territoires. C'est ça que ça me tente de discuter. Puis j'ai envie de commencer par le commencement. Je connais pas mal ton histoire parce que j'ai pas mal tout regardé ce que tu as fait puis les entrevues que tu as données. Mais j'aimerais ça t'entendre là, un peu nous parler. Bon, évidemment, on parlera pas de ta famille. Je veux dire, tu es issu de famille royale de la lutte du Québec. Mais au départ, là, tu sais, comment ça a commencé? Puis évidemment, on sait d'où ça t'est venu, mais comment ça a réellement commencé? Je pense que ça a réellement commencé quand que j'avais peut-être 5-6 ans, puis j'étais à la maison, puis je voyais le journaliste qui venait chez nous le dimanche soir, puis il prenait une photo face à face avec mon père qui faisait la finale le lendemain au Centre Paul Sauvé. Fait que c'était le Montréal Matin dans le temps qui venait chez nous. Puis soit qu'il y avait Abdullah qui venait chez nous, ben Joe le Duc. Puis tu sais, quand t'as 5-6 ans, puis tu vois Abdullah rentrer dans la maison, c'est pas comme ça pour Noël. Puis fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Mais après ça, je trouvais ça bon, je trouvais ça drôle. C'est une routine parce qu'il venait toujours le dimanche prendre des photos. Il faisait des face-à-face un peu comme les boxeurs quand ils prévoient un combat de championnat, ils font de la promotion. Puis le lundi, on était au Centre Paul Sauvé. Puis ben écoute, ça a fait partie de ma famille, puis j'ai été élevé là-dedans. Moi-même, je suis la 3e génération. Fait que, tu sais, c'est pas j'ai rien connu d'autre, dans le fond, que de la lutte. Ouais. On n'en parle pas assez. Tout le monde n'arrête pas de parler de The Rock, qui était 3e génération. On avait ici dans le cours, nous autres, bien avant ça, là. Ben écoute, je vais être franc avec toi, puis mes fils, ils en ont fait pendant 20 ans aussi. C'était la quatrième génération. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Il y avait les Hearts dans l'Ouest, puis il y avait les Rougeaux dans l'Est. Puis, écoute, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé pour Stuart, quand j'ai commencé en 1977. Ça faisait 2-3 ans que ça me grattait en dessous des pieds que je voulais partir. Puis mon père, il trouvait que j'étais trop petit. Il m'appelait Bones, mon père. Il m'appelait un paquet d'os. C'est Bones. Parce que j'étais quand même assez grand, mais j'étais vraiment maigre. J'avais une coupe de petits pectoraux, une coupe de petits biceps, mais je faisais pas le poids, tu sais. Fait que mon père, il disait, attends. Et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère, puis je me suis servi du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau, puis j'ai appelé Stuart à Calgary. Puis je me suis mis sur le téléphone avec lui, puis il m'a emmené chez Stampede Wrestling. Ça a été bon pour moi, Stampede Wrestling, parce que quand je suis arrivé là-bas, d'ailleurs, je me souviens, Brett, il chauffait l'autobus. Brett, il ne sait pas encore. Puis il arbitrait des combats, puis il chauffait l'autobus. Puis j'avais été là un an, la première année, en 77. Puis après ça, j'étais revenu au Québec. J'avais amélioré un peu mon style. Puis après ça, en 78, je suis retourné. Puis quand je suis retourné la deuxième fois, ben c'est drôle parce que, tu sais, j'avais rencontré un gars qui s'appelle Louis Laurence. Ouais, puis, on l'a reçu d'ailleurs. Ben oui. Puis Louis Laurence, il m'avait donné un in pour aller au Mexique. C'est lui qui m'avait plugué pour aller au Mexique. OK, mais puis, là, Jacques, je vais être impoli. Je t'arrête tout de suite. Parce que moi, j'ai des questions sur Stampede, là. OK? C'est-tu vrai que c'était si épouvantable que ça? Les conditions routières, qu'écoute, c'était Bush, ça a l'air, puis des lacs gelés, puis des affaires. C'était-tu si pire que ce qu'on entend, là? Qu'est-ce qui était vraiment, on m'a dit les choses qui étaient vraiment graves, qui étaient difficiles à Calgary, dans le territoire de Stampede, c'était le voyagement. Pas tant les routes, mais les longueurs d'heures que tu passais sur la route. Parce que, je me souviens, on faisait le mercredi, on faisait Saskatoon, on partait de Calgary, on allait au Saskatchewan. Et puis le jeudi, on revenait on allait jusqu'à Regina. On allait dans le Manitoba, là. On est parti d'Alberta, puis on est rendu dans le Manitoba. Puis après le show de Regina, il était comme 11 heures le soir, on chauffait toute la nuit pour arriver à 11 heures le matin à Calgary, puis on luttait ce soir-là, le vendredi au Stampede. Ça, c'était le plus rough un peu. L'autre chose qui était bien rough aussi, je vais te dire, mais que moi, j'ai évité,
parce que ça me tentait pas de faire ça. C'était quand j'étais arrivé, j'étais tout jeune. Stuart, il m'amenait chez eux le dimanche pour aller dîner chez eux. Puis j'étais tout seul, puis il y avait un grand respect pour la famille Rougeau, Stuart. Puis fait qu'il voulait pas me laisser tout seul dans mon motel le dimanche à rien faire, fait qu'il m'invitait. Puis moi, je pensais qu'il m'aimait, mais dans le fond, c'est parce que lui, après qu'on dînait, 2 heures après, il voulait que je descende dans son sous-sol, dans le gym. Puis moi, j'avais toujours quelque chose à faire, que je pouvais pas y aller, j'avais pas le temps d'y aller. Non. Parce que lui cherchait des vrais batailleurs, des vrais toughs, puis moi, j'étais un artiste. Fait que, tu sais, il y a une différence entre un artiste puis moi, je suis rentré dans la lutte parce que c'était arrangé. Je suis pas rentré dans la lutte parce que j'étais un gros batailleur, là. Fait que tu t'es pas fait stretcher par Stu, là. T'as été venu à bout d'éviter ça, là. Ouais, j'ai évité ça, moi. Il y a un autre gars qui a évité ça aussi, c'est Wayne Farris, Honky Tonk Man aussi. Ça a l'air qu'il est toujours venu à bout de s'en sauver, lui, avec. Oui, pareil. Mais écoute, tu sais, c'est parce que Stuart, il était vraiment dans l'ancienne génération où les choux-fleurs, les cauliflowers, les oreilles en choux-fleurs, puis tu sais, puis il y avait dans ce temps-là l'image que il voulait montrer aux gens que les lutteurs qui étaient dans l'arène, c'était des vrais durs à cuire, parce que dans ce temps-là, évidemment qu'il ne disait pas à personne que c'était arrangé. Fait qu'il voulait s'arranger pour que les lutteurs, si jamais ils étaient mal pris ou ils étaient dans une bataille pour le vrai, qu'ils soient capables de se défendre. Ouais. Et puis Stuart était tellement un fervent de ça. Lui, il aimait ça. Puis, mais il s'est aperçu avec moi que, tu sais, j'aimais pas bien ça, puis j'aimais pas bien les chats non plus. Il y avait près 20 chats dans la maison. Ouais, ça, je l'ai entendu parler. Cornette, il raconte toujours la même histoire. Il dit que des fois, il prenait la spatule pour flipper les œufs, il enlevait des cadeaux à papa dans la litière, puis il ramenait ça, puis il flippait les œufs. Ça a l'air que c'était pas... OK, l'autre question sur Stampede, parce que tout le monde en parle tout le temps, mais là, j'ai la chance de t'en parler. Le ribbing, les ribs, là, c'était-tu si épouvantable que ça? Ça n'existait pas quand j'étais là, moi. Ah non, OK. Non, moi, j'ai pas eu de problème avec ça, aucun. Puis j'étais même pas au courant qu'il y avait des gars qui faisaient ça. Moi, j'étais avec des gars comme John Foley puis Oki Shekina, Casavobu, un grand noir, là, un gros noir qui ressemblait un petit peu à Kamala, mais qui s'appelait Casavobu. Et puis, non, c'était tous des bons. Il y avait les Burke qui allaient là, les gars de l'Est aussi, du Canada, Léo Burke, Bobby Burke. Il y avait Hubert Galland, un gars qui s'appelait Hubert Galland qui était là aussi. Fait que, tu sais, c'était des gars qui étaient quand même consciencieux puis des gars qui étaient très sérieux aussi pour la lutte. Okay. Fait que c'était pas... ben évidemment, moi, je veux pas te mettre sur le spot non plus, mais faut que je te le demande, parce qu'à toutes les fois, je parle avec soit les workers avec qui j'ai parlé, ou soit ce que je lis ou ce que j'entends souvent. Tu sais que... Puis encore là, je te le dis, c'est respectueux, je veux pas te mettre sur sa sellette, mais tu sais, Bruce aussi, ça a l'air que c'était tout un numéro, là. Tu sais, Pierre-Carl est passé, tu sais, il nous disait qu'il ribait, il envoyait à Edmonton des soirs qu'il n'y avait même pas de gala, puis tu sais, des affaires de même, là. Tu sais, les fameux rites de passage des Greens qui arrivaient, là. C'est là que je réalise, quand tu me contes ces histoires-là, que les Hearts avaient beaucoup de respect pour la famille Rougeau. Ah, bon, parce que ça ne m'est pas arrivé, puis je n'étais même pas au courant de ces choses-là. Au contraire, tout le monde était gentil avec moi, puis toute la famille, il était autant Dean que Smith, que toutes les... Il y avait autant d'enfants là-bas des Hearts qu'il y avait des chats dans la maison. Fait que, mais il était toute la gang fin, il était tout fin avec moi, toute la gang. Ils vivaient la même vie que toi, dans le fond. Même Helen, la mère de Brett, qui était super gentille, puis les filles aussi, là, c'était super fin. Fait que j'ai pas connu ça, moi, ce côté-là. C'est drôle, hein, que tu me racontes ça, même si c'est des nouvelles que tu m'apprends. Ah, ça a l'air que c'était pas évident. Vas-y, Steve. Mais là, Jacques, quand tu luttes à Stampede dans tes débuts, là, tu luttes pas sous le nom de Jacques Rougeau, là? Jimmy Rougeau. Jamie Rougeau, le nom Rougeau est là à cette époque-là. Oui, parce que moi, quand j'ai... tu sais, j'ai été élevé en... Mon père, c'est un Canadien-Français, et ma mère est anglophone. Fait que, tu sais, quand on était... Mon père partait souvent sur la route, mon père était souvent sur la route, il allait au Japon et en Allemagne, il se promenait partout, puis tu sais, à part quand il faisait la lutte au Québec, mais quand il partait tout le temps, fait qu'on, dans la maison, chez nous, on parlait anglais. Et puis c'est une bonne chose, parce que je suis venu parfaitement bilingue comme ça. Mais la minute que je commençais à aller à l'école... Et là, j'étais à l'école française. Fait que là, puis mon père, quand il arrivait à la maison de chaque voyage, il y avait plus de question qu'on parle anglais à la maison. Mon père, c'était, on parle français ici. Fait que, tu sais, j'ai appris à parler les deux langues, qui était super le fun. Mais si on est honnête, Jacques, ça veut dire que toi puis Brett puis tous les frères, Owen aussi, ben, qui devait être très jeune à l'époque, là, mais vous avez eu des vies très similaires, là, parce que Brett raconte souvent que il y avait un ours en dessous de la galerie, puis qu'André venait coucher à la maison, puis tout ça, fait que c'était un peu, tu parlais tantôt d'Abdullah, puis un autre qui venait, prenait des photos promo, puis des affaires comme ça. Vous avez des backgrounds excessivement similaires, puis ça ferait du sens ce que tu expliques, c'est peut-être pour ça qu'ils tribaient pas, ou qu'en tout cas, il y avait un respect, là.
Mais je pense que, tu sais, c'était comme ça. On n'était pas comme, comment je te dirais ça? Le fait qu'on était comme troisième génération aussi, tu sais, de lutte, ils savaient que c'était, comment je te dirais ça? Donc, comme pas de monopole. Un code d'honneur, tu sais. On savait que nous autres, c'était notre gagne-pain. Il n'y avait pas rien d'autre dans la vie, c'était la lutte. On avait dans le fond, la famille Rougeau a toujours eu un gros respect envers la lutte. Et puis je pense que les Hearts, c'était pareil. Fait que, tu sais, mais il y en a des fois qui pensaient que c'était des deuxièmes jobs où ils commençaient, c'était leur première année dans la famille, qui faisaient ça de la lutte. Fait que peut-être qu'ils voulaient les tester pour voir si c'était vraiment ça qu'il y avait dans le sang ou c'est ça qu'ils voulaient faire toute leur vie. Mais nous, notre destin, il était déjà écrit. Ouais. Fait que, j'ai eu des privilèges aussi. Tu sais, j'ai eu des privilèges parce que mon père, c'était qui c'était, puis mon oncle. Fait que j'ai des portes qui sont ouvertes dans la vie. La première chose que je dis aux gens tout le temps, c'est que le fait que le nom Rougeau était connu, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la lutte. Mais, comme je dis à tout le monde aussi, c'est que quand j'arrivais, puis la porte est ouverte, mais après ça, il fallait que je fasse l'ouvrage. Parce que si je faisais pas l'ouvrage, tu auras le nom que tu voudras. Si t'attires pas, puis t'es pas bon, puis t'es pas divertissant, mais tu vas perdre ta place. Ouais, t'as payé tes 12 pareil, là. Tu sais, je veux dire, la porte... Écoute, à un moment donné, quand je suis parti, je te dis, j'étais allé au Mexique, là, je n'ai arraché en maudit. Quand Louis Laurence, là, il m'a donné ce numéro-là pour aller au Mexique, je te dis qu'il m'a pas fait un cadeau. Mais en même temps, j'ai tellement appris quand je suis arrivé là-bas. Tu sais, écoute, les choses étaient différentes au Mexique. Ça n'existait pas un tag. Tu sais, en équipe, là, il y avait pas de tag qui se faisait là-bas. Quand un gars, mettons, prenait un bump, il faisait une passe, prenait un bump en dehors, le gars qui était sur l'apron, qui était sur le bord des câbles, il fallait qu'il rentre automatiquement. Puis ça venait pas naturellement, parce que d'autres ont l'habitude de faire un tag. Fait que souvent, je me faisais crier après le promoteur, « Andale, Roro! Andale, Roro! » En bac dans la main, ça arrête de regarder pour voir si tu vois un tag. Puis ça a été des choses que j'ai beaucoup appris, la haute voltige. C'est là que j'ai commencé à faire mon backflip sur le dos du gars quand il allait pour faire un backdrop. Ouais. Le gars, il se pensait pour un backdrop, là, je me revirais de bord, puis je faisais le backflip, puis je tombais sur les pieds, puis je donnais ma saveur. J'ai appris ça là-bas. Puis d'autres choses aussi qui étaient très bons pour moi, ça a été qui a joué pour moi aussi, c'est contre moi quand j'étais là, mais pour moi après, c'était l'altitude. Quand tu étais au Mexique, il y avait comme 4300 pieds d'altitude quand tu allais lutter là-bas. Fait que tu sais, je faisais peut-être 3 minutes de match, puis j'étais fait que là, écoute, il a fallu que mon cardio s'améliore énormément. Ça a été dur pour moi pendant 3 mois, mais quand je suis revenu, maudit que ça a été facile. Tu sais, c'était comme, mon Dieu, on dirait que j'avais un ballon Goodyear dans mon corps, parce que j'avais tellement d'air, j'avais tellement de souffle. Ouais, puis tout le monde blowait up, puis pas toi, fait que là, tu sais, c'est... Mais ça a été vraiment une belle expérience. Puis tu sais, quand tu parles de payer tes 12, je me souviens aussi que quand j'étais à Nashville, je suis allé l'année d'après à Nashville, Tennessee, puis écoute, je faisais 185$ par semaine, mais je luttais 8 fois par semaine. Je luttais 2 fois le dimanche, puis on luttait à tous les jours pour Nick Goulas dans ce temps-là. Ben c'est ça que j'allais te demander. Là, ça veut dire c'est pas encore Jarrett puis Lawler qui ont pris le contrôle. Non. C'est Nick Goulas le premier qui vraiment, j'étais allé au Tennessee, puis d'ailleurs, je prenais mes rides tous les jours. Moi, je restais à un petit hôtel, je me souviens plus de l'hôtel, mais en tout cas, je restais à l'hôtel, puis c'était Angelo Poffo qui chauffait l'auto avec Randy Savage, qui était son fils. Angelo, c'était son père, puis l'année Poffo, il était même pas là dans le business encore. Fait que, tu sais, il y avait Dutch Mantel dans ce temps-là, il y avait une couple de gars qui... mais je me souviens, on voyageait avec le père de Macho Man, tu sais, mais c'était Angelo Poffo, puis Randy, il était pas Macho Man pantoute, là, il était Randy Poffo, tu sais, puis... Mais c'était le bon temps, parce que il prenait bien soin de moi. Le père de Randy, il a toujours pris soin de moi, puis Randy ils ont toujours été fins avec moi quand que... Puis je me souviens, on payait 3 cents du mille. On se partageait. Ah ouais, c'est ça, j'allais te dire, parce que la famille Poffo, les 3 sont reconnus pour avoir été parmi les plus cheapskates qu'il n'y avait pas dans le monde de la lutte, apparemment. Là. Le père a déjà dit, t'es mieux d'être riche puis mort que pauvre puis en vie. Il a déjà dit ça. C'était un bon dicton, mais moi, être franc avec toi, moi, je trouve que ça faisait beaucoup de logique. Parce que non, c'est ça, là. Angelo Poffo, il prenait son char, puis c'est ses roues qui s'usaient, puis c'est Bearing qui s'usaient, puis tu sais, fait que payer 3 cents du mille, ça revenait bien moins cher que si on prenait un taxi, m'a dit. Ouais, puis d'avoir géré un auto aussi, là, payer l'entretien. Fait que non, moi, je trouvais ça très juste qu'on partage le gaz comme ça, puis j'ai eu des bonnes années avec eux autres. J'ai beaucoup aimé, j'essaie de penser Tojo Yamamoto qui était là, il y avait qui avait donc un gars aussi. Là. Il y a un gars qui était à Montréal. J'avais lutté contre Gypsy Joe. Je sais pas si oui, Gypsy Joe. Puis pour ceux qui veulent se référer, c'est qui Gypsy Joe? Ben pensez au fameux incident
qu'il y avait eu avec, voyons, c'est pas, je veux le nommer, le gars des CW. Il est décédé, là, l'Afro-Américain. Là, New Jack. New Jack, c'est ça. New Jack avait eu un match à un moment donné avec Gypsy Joe, puis tout le monde avait dit Gypsy Joe, il est dans soixantaine avancée, là, Jacques. Là. OK? Là, il est plus. Puis il dit New Jack, ils font passer le message à New Jack. Tu sais, Gypsy Joe, c'est un dur de dur, puis écoute, là, il est fait en cuir, puis le kit. Ben, New Jack, il en sac une, là, des coups de batte il pète des battes de baseball sur la tête. Écoute, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est de ça qui est. C'est de ça qui. C'est un vrai tough. C'est un vrai tough, mais là, écoute, il n'y avait plus le même look, là, on va se le dire. Là. Non, mais dans le temps, moi, je l'ai connu. Moi, je me souviens quand j'avais peut-être 7, 8 ans, 9 ans, il était contre mon père, tu sais, au centre de sauvé pour femmes. Puis je l'ai connu là en premier. Fait que quand je l'ai revu après à Nashville, Tennessee, puis il était déjà rendu dans quarantaine avant, tu sais, dans ce bout-là. Mais il donnait pas sa place à 40 ans, moi te le dire. Il était vraiment dur. Il faisait des matchs où les gars sortaient tous marqués, ils étaient tous rouges. Puis il avait gardé sa réputation, je suppose. Non, c'est ça. Puis c'est parce que là, tu as une autre époque aussi. Puis c'est New Jack, je sais pas si tu l'as suivi un peu, mais tu sais, la pire gaffe que tu vas faire avant un match avec lui, c'était de dire que t'es un tough. Là, lui, c'est sûr qu'il allait te tester. Là, puis les gars, moi, il faut que je te fasse une confesse. Moi, il faut que je te confesse quelque chose. Je connais pas New Jack, mais je peux te dire que moi, quand j'ai eu mon falling out avec Vince McMahon en 95, je pense, si je me trompe pas, en 95, j'ai plus jamais réécouté la lutte à la télévision. J'ai jamais, pas une fois mis la lutte à TV pendant 30 ans. Fait que moi, les gars, quand ils parlent aujourd'hui, des gars comme CM Punk aussi, ou ça, je les connais pas. Les seuls que je connais vraiment, c'est mettons, parce qu'à cause de mon école de lutte que j'avais, j'entendais parler de Goldberg, ou j'entendais John Cena parce qu'il faisait des films, ou The Rock, mais dans ce temps-là, quand je luttais avec, c'était Marvia. Mais ceux de ces gars-là, ou Kevin Owens, parce qu'il était mon élève pendant 4 ans, c'est moi qui ai montré à lutter. Fait que c'est sûr que ces gars-là, je les connais, mais les autres, je les connais pas. Non, c'est ça. Je connaissais lui qui faisait ça, Stone Cold, qui faisait ça. Parce que tous mes élèves, mais je ne connais pas le talent. Et d'ailleurs, quand je vais au Comic-Con, quand je vais souvent à des Comic-Con, il y a du monde qui vient me voir et qui me disent bonjour, mais ils réalisent bien que je ne connais pas, là. Puis que, tu sais, moi qui je connais, c'est Coco Beware, puis Hacksaw Jim Duggan. Puis, tu sais, ces gars-là, les Nasty Boys, puis, tu sais, les gars que j'ai travaillé avec, Steamboat, puis Tito Santana, mais tous les nouveaux, depuis 30 ans, je les connais pas pantoute. Fait que je veux pas avoir de l'air trop fou quand tu vas me poser des questions. Ben non. De toute façon, c'est ça la prétention de notre show. On traite de la lutte actuelle, oui, tu sais, on suit les actualités, tout ça. Mais, tu sais, on fait des chroniques. Moi, j'ai raconté l'histoire des territoires de la NWA. Écoute, en dernière saison, j'ai passé de Portland au Texas à San Antonio, AWA. Ben oui, j'ai tout. Roy Shire, Don Owen, on les a toutes faites. Bob Geigel à Kansas City, avec Tad O'Connor. J'ai travaillé avec ces gars-là. C'est surtout dans mes années à moi ce que j'ai travaillé dans les fédérations. Puis d'ailleurs, Atlanta, Georgie, ça a été une de mes meilleures parce que Atlanta, Georgie, mon frère Raymond, il était déjà allé l'année d'avant. Puis après ça, ben, il m'avait ouvert la porte pour rentrer là. Puis quand j'étais rentré, par contre, c'était vraiment pour être un jobber, totalement un jobber au complet. Là, je me faisais, écoute, j'étais nouveau. Ça faisait juste 2 ans, je pense 3 ans que je luttais. Et puis, mais quelle expérience que ça a été, parce que quand mon frère Raymond, il était venu, quand j'étais allé avec lui, Raymond, il avait resté comme 3-4 mois durant l'hiver. Moi, j'avais resté 1 an et demi. Et puis, tu sais, je travaillais pour Dusty Rhodes, puis Tommy Rich, puis je travaillais pour, écoute, il y avait Wahoo McDaniel. As-tu droit à... T'as-tu déjà été là? Parce que là, pour être technique, là, on parle probablement de Georgia Championship Wrestling, là, je présume. Absolument. Puis est-ce que c'était Oli qui bouquait dans ce temps-là? Absolument. Mais tu vois encore là, Oli Anderson, il m'adorait. Tout le monde disait il y avait de la chaleur avec beaucoup de monde, puis moi, il m'adorait. Mais tu sais pourquoi, de ce que j'en connais d'Oli Anderson, c'est que si t'avais pas fait la démonstration que t'avais payé tes 12 ou que tu venais d'une famille ou que t'étais un shooter, c'était plus difficile. T'sais. Greg Gagne était pareil. Il fallait que tu aies été un athlète professionnel ou NCAA ou fallait que tu aies payé, que tu fasses... parce que, regarde... Greg, il a passé par son camp, là, puis je veux dire, c'était fourrade, 500 free squats à tous les jours. Je sais pas si tu as connu l'arbitre Ronnie West. Non, j'ai déjà entendu son nom, mais ça me... Ronnie West, ça, c'était un peu le bras droit d'Oli Anderson. OK. C'était un peu le Pat Patterson de Vince. OK, ouais. Puis Ronnie West, c'était l'arbitre, puis moi, je voyageais tout le temps avec lui.
Puis écoute, je vais te dire, il est arrivé tellement des belles choses. Puis pourquoi que j'avais d'ailleurs changé mon nom. Je m'appelais Jerry Roberts à ce temps-là. Ah ouais, ça je savais pas. Oh oui, j'avais changé mon nom pour Jerry Roberts parce que quand je suis arrivé là, je savais que ma job, c'était pour faire des jobs, pour faire bien paraître tout le monde. Puis je voulais pas me gagner le nom Rougeau parce que contrairement à tous les petits territoires, quand on allait à Knoxville, Tennessee, ou t'allais à Kansas City, ou que t'allais en Floride, c'était tout des territoriales, mais c'était tout par chaque État. Tandis que quand t'arrivais à TBS Atlanta, c'était de Boston jusqu'à Los Angeles. Ouais, t'étais partout. À travers du pays. Fait que moi, je voulais pas ruiner le nom de Rougeau, me faire planter à tous les semaines à TBS, puis m'a ruiné mon nom. Fait que j'avais changé mon nom pour Jerry Roberts. Puis c'était tellement drôle parce que les boys, entre-temps, j'avais resté tellement longtemps, j'avais resté 1 an et demi, ils m'appelaient Jerry Jobber. Mon nom, c'était Jerry Jobber. Mais hey, écoute, je vais te conter une anecdote qui était super drôle. À un moment donné, j'arrive à TBS le matin, on filmait les matchs à 9h le matin, et puis le soir, habituellement, on luttait à l'emmener. Tu sais, où emmener le soir. Ben ouais, là, c'est il y avait la lutte qui passait à 9h30 le matin en direct, puis elle repassait à 5h le soir, à TBS, puis après ça, tu luttais le soir. Puis à un moment donné, j'arrive au poste de TV, et puis je regarde sur le booking sheet, voir avec qui je travaillais, puis j'étais avec Ric Flair. Fait que là, j'étais là, je shakais dans mes bottes, puis tout. J'étais jeune, moi, là. Puis, tu sais, puis lui, dans ce temps-là, Ric Flair, il était partout, il faisait comme le géant ferré, il faisait tous les territoires partout juste pour les main events, juste pour les finales. Il était des attractions dans tous les petits territoires. Fait que quand il était arrivé à Atlanta pour faire le show, le soir au Omni, il luttait pour le championnat, mais dans le jour, ils ont mis un jobber avec qui était Jerry Jobber, qui était moi. Ah ouais? Quand je suis arrivé le matin à TV, puis j'ai vu ça, j'étais énervé, puis là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, j'avais été le voir, j'ai dit, excuse me, Mr. Flair, j'ai dit, I'm working with you on TV, tu sais, je travaille avec toi à TV aujourd'hui, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Fait qu'il m'avait regardé, il disait, oh, kid, il dit, don't worry, kid, il dit, inquiète pas, kid, il dit, on va s'arranger dans l'arène, il dit, fais juste me suivre, ça va bien aller. J'avais embarqué dans l'arène avec lui. J'avais fait un match de 6 minutes. Puis pendant 5 minutes, il m'a fait faire des drop flat, des leapfrogs, des backflips, des savates du 3e. Il revolait partout pour moi pendant 5 minutes de temps, là. Wow. Puis à la dernière minute, il s'est enlevé d'un plongeon, un crossbody block, j'ai fait du 3e. Il a mis sa prise en 4 sur moi. Il m'a battu. Il a pris peut-être 30 secondes dans le combat sur un combat de 6 minutes. Fait que moi, j'en revenais pas de ça parce que j'étais reconnu comme Jerry Jobber dans le territoire. Moi, le plus gros Jobber qu'il n'y avait pas. Fait que quand je suis arrivé après, j'avais été le voir dans le vestiaire puis j'ai dit, Mr. Flair, j'ai dit, pourquoi t'as fait ça? J'ai dit, en blanc, moi-même, je sais que je suis le plus gros Jobber qu'il n'y a pas, tu sais. T'aurais pu faire mieux que ça avec moi, tu sais. Puis là, il m'a dit, écoute-moi bien, kid. Il dit, si j'avais rentré dans l'arène, puis je t'avais bafoué pendant 6 minutes, puis je t'avais battu, j'aurais battu un nobody. Il dit là, j'ai rentré dans l'arène et j'ai battu un petit Canadien français qui voulait se débattre, qui m'a surpris, puis qui m'a surpris. Puis il dit là, je t'ai arrêté, puis là, je t'ai battu, mais j'ai battu quelqu'un. Puis il dit, quand tu bats quelqu'un, c'est mieux que quand tu bats pas personne. Ben ouais, c'est clair. Quand tu bats un nobody. Puis il m'avait donné tellement une bonne philosophie de la vie que je me suis toujours servi de ça après, durant toute ma carrière. Puis fait que ça, c'était des choses que j'ai appris à Atlanta qui ont été tellement bonnes pour moi. À Atlanta, tu as dit aussi, ça doit être dans les bonnes années de Wildfire, Tommy Rich aussi, il devait être super over dans ce temps-là. Absolument, j'essayais toujours de pas me tenir proche de lui parce que toutes les femmes couraient après lui. OK, là, Jacques, je t'arrête, là. Tu sais, souvent, là, tu sais, on dit à Star, tu sais, que les médias sociaux, les gros réseaux de TV, tu sais, quand les chaînes câblées sont arrivées, ça a fait exploser la lutte puis tout le kit. Puis je l'explique souvent, là. Tu sais, à cette époque-là, là, puis comparable probablement avec aujourd'hui, là, Rock'n'Roll Express puis Tommy Rich, ils se faisaient arracher le linge de dessus le dos, là. Il y avait des mobs de filles qui couraient après eux autres, après le char, quand ils s'en allaient, là. Et puis Tommy Rich, c'était un des premiers, là, que, tu sais, il avait les cheveux comme en balai, si tu veux. Ouais. Mais il était blanc, ses cheveux. Ouais. Puis, tu sais, c'était un gars qui parlait très, très bien, s'exprimait très bien sur le micro. Puis, il était underdog parce qu'il était pas gros, Tommy Rich, là. Il pesait à peu près 200 livres mouillés. Fait que quand il arrivait avec les gros vilains, mais il était aimé par Ole Anderson. Ouais. Il était aimé par les Bookers. Fait qu'il y avait le break un peu de ce que mon frère Raymond a eu quand il était jeune. Okay. Mon frère Raymond était très petit, puis il était pas gros, mais à cause de mon oncle Jean, mon père qui était Booker, puis qui avait le territoire, Raymond avait des beaux breaks, là, tu sais. Fait que Tommy Rich, il avait un peu la faveur comme ça des promoteurs. Puis il avait l'affaire en tabarnouche. Je me dis de quoi, les filles, comme tu dis, là, il était bon travaillant. Puis il l'appelait pas Wildfire pour rien, parce qu'il
Tommy Rich, parce qu'il avait du feu. Ouais. Oh my God, qu'il avait du feu. Tu sais, on dirait qu'il avait... Lui, c'en était un, justement, qui avait du souffle à pu finir. Fait que quand le gars faisait un match de 15-20 minutes avec, 25 minutes, puis là, à la fin, les gars commençaient à être fatigués, lui, il commençait à ouvrir la machine. Fait que quand il commençait, fait que le monde aimait beaucoup son courage puis son guts, tu sais, puis il avait l'affaire en tabarnouche. Quand tu as travaillé à Nashville, étais-tu, parce que là, je fais le calcul des années à peu près, tu devais être à l'époque où Nick Goulet s'essayait de faire un gros push à son gars qui était... George. On va être respectueux, là, qui était pas tout à fait... c'est ça, là. Hein? Oui. Écoute, le problème avec George Goulet, il y en avait deux. Le problème avec George Goulet, c'est que on se dit toujours, t'amènes pas un plombier faire la job d'un électricien. Puis George était pas bon dans la reine. Faut pas se le dire qu'il était pas bon. Il était pas bon. Mais en plus de ça, il était comme, il avait une attitude parce que son père était le boss. Ouais. Il travaillait pas si bien que ça, puis il battait des vétérans, des gars que ça faisait longtemps qu'ils étaient là, mais c'était surtout que moi, j'ai jamais eu de problème avec lui personnellement, parce que c'était un babyface, puis moi, j'étais un babyface, mais je peux te dire honnêtement que les gars, ils jasaient pas trop en bien. Tu sais, comme il y avait une attitude un peu comme de je m'en foutisse de la lutte, c'est mon père et le boss, puis fait que tu sais, ça a pas été facile, mais tu sais, il m'a dit, regarde, on a tout passé par là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune aussi, tu sais, quand j'étais jeune, c'était pas dur d'avoir une tête enflée parce que, tu sais, c'était un rougeau, puis il me faisait remarquer tout le temps, puis à un moment donné, j'aimais ça la gloire. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu veux pas, quand tu te fais aduler, puis tu te fais dire des choses de même, mais veux pas, ça te monte à la tête. Il faut on aurait dû, moi, pouvoir recommencer aujourd'hui, j'aurais aimé ça, pouvoir prendre un livre, puis lire comment tu fais pour dealer avec la gloire. Comment tu fais? Parce que je pense que c'est quelque chose que tous les jeunes aujourd'hui, j'ai fait dans mon école de lutte pendant 20 ans, je leur ai tout expliqué que c'est éphémère. Comprends-tu? Puis que tu sais, un jour t'es hot, the next day you're not. Puis tu sais, c'est comme ça. Et puis mon père, à un moment donné, m'avait donné une bonne leçon dans la vie qui m'avait resté avec moi. Puis il m'avait dit à moi, il dit, écoute bien, kid, là. Il dit, quand tu montes, là, parce que t'es une étoile montante. Mais il dit, quand tu montes, là, il dit, sois gentil puis sois fin avec tout le monde en montant. Parce qu'il dit, un jour, tu vas te mettre à redescendre, tu vas tout te recroiser le même monde que tu as vu quand tu montais. Puis il dit, si t'as pas été fin, ils vont tous se tasser puis ils vont te laisser te planter. Mais il dit, si t'as été fin, ils vont tout empêcher ta chute puis ils vont demander au promoteur, hey, laisse-moi travailler avec puis ils vont te faire bien paraître pendant que tu descends, fait que la chute va être moins dure. Fait que, tu sais, ça, j'en aimais ça. Mon père me l'avait expliqué quand j'étais jeune. Puis je l'ai compris un peu tard dans ma carrière, tu sais, comme parce que c'est l'être humain. C'était un peu comme, regarde Justin Bieber, mettons, tu sais, des conneries qu'il fait, tu sais, des fois, plus à cette heure, je pense qu'il a maturé, mais je me souviens, il y a 10 ans, là, quand je voyageais, puis écoute, il allait à Miami avec son char il coursait, tu sais, à Biscayne Boulevard, là, tu sais, puis il se pensait, parce que la police l'arrêtait, que c'était Justin Bieber, que c'était pas grave, il pouvait le faire. Mais tu sais, ça, c'est de la gloire. Quand t'es jeune, c'est dur à dealer avec. C'est très, très, très difficile. Tu sais, je fais juste un petit segue avec encore George Goulet parce que tu sais jusqu'où ils sont allés pour essayer de le rendre over. Hein? Tu sais, c'était qui son premier partner en tag team? C'est Bobby Eaton. Oui. Puis écoute, Bobby Eaton, je veux dire, là. C'est un bon travaillant. Tu sais, c'est top 5, moi, en tout cas, dans le mien, là. Son leg drop du troisième câble, là, c'est de la poésie in motion, là, tant qu'à moi, là. Mais bien plus que ça, moi, je travaillais avec lui, puis c'est qui son partenaire quand je travaillais avec lui, souvent, c'était Coco Beware. OK, mais il s'appelait pas Coco Beware. Mais il s'appelait Brown, il s'appelait. Brown Sugar. Oui. Puis lui, là, quand je travaillais avec Bobby Eaton, là, holy shit! Le gars, là, il pognait avec des expressions faciales effrayantes comme s'il te tuait, puis à peine s'il te tenait. Puis il fallait que tu tiennes après lui parce que tu savais pas s'il était là ou s'il était pas là. C'était tellement un bon travaillant qui était... Moi, Bobby Eaton, je le classe comme un des meilleurs. Ah ouais, absolument. L'autre affaire que je voulais vérifier, parce que là, j'essaie de connecter les dots aussi de par où t'es passé, parce que je les connais pas mal tous les territoires. Es-tu passé sous Florida Championship Wrestling avec Sullivan qui était là, puis Eddie Graham, tout ça? Graham. Oui, j'étais allé là, j'ai passé un petit peu de temps là. D'ailleurs, mon Dieu, que j'ai eu des expériences là, je peux te dire qu'il était hors pair, hors de l'ordinaire, je dois te dire, mais pas dans la lutte, mais avec ça a l'air que ça brossait pas mal, hein? Écoute, il y avait... c'est tellement drôle parce que j'avais connu des lutteurs qui étaient ça swingait, ça sortait au Graham's Bar le soir, mais les groupies étaient
Les groupies étaient vraiment groupies, là, tu sais. Il y avait un gars qui s'appelait Mike Hammer. Je sais pas si ça t'a dit, quelque chose. Mike Hammer, lui, c'était un drôle de moineau. Il s'habillait comme un docteur un peu, tu sais, dans son gimmick de Mike Hammer, mais il était reconnu pour faire des choses que tu peux pas imaginer. Tu sais, des choses, mettons, avec les femmes plus tard dans la soirée, tu sais, comme... Puis tu parles-tu un peu du même genre d'affaires que Lanny Poffo était capable de faire? Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, Lanny Poffo était capable de se servir lui-même. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Moi, je parle plus des affaires qu'il faisait aux femmes. Tu sais, les affaires qu'il faisait, là, tu sais. Là, j'étais comme traumatisé, je voyais, puis il était reconnu pour ça, puis ça passait là-bas dans ce temps-là, puis... Écoute, c'était une affaire, autrement dit, dans ce temps-là, c'était wild. Tu sais, quand tu dis wild, mettons, là, c'était quelque chose comme, mettons, t'avais une fille avec toi dans l'auto, puis elle pouvait aussi bien 2 minutes après arriver, puis en revenant d'un soir, elle pouvait aussi bien baisser la vitre, puis sortir les fesses dehors aux camionneurs. Tu sais, pour les... c'était comme, excuse, mais c'est pas... Je vais employer un terme, Jacques, si tu me permets, je vais employer un terme que je vais employer juste une fois dans le carré rond, par respect, mais... Si vous écoutez des shows d'interviews, si vous écoutez des affaires qui datent un petit peu, vous allez invariablement, à un moment donné, je vais le dire juste une fois, entendre le terme Arena Rat. OK? Bon, c'était à l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait, très dérogatoire. Les groupies, un beau nom. C'est ça. Fait que les groupies, mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, puis ça, je l'ai entendu, tu pourras me le confirmer ou pas, peut-être, Jacques, mais, tu sais, on parlait pas juste d'être groupie, là, genre, il y a un show à soir, je m'en vais au show. On parle d'acheter des bottes aux gars, de la gear. Écoute, là, faire leur commission pendant qu'ils sont sur la route, qu'ils travaillent. Les gars faisaient livrer des affaires par FedEx chez ces filles-là pour pas les faire livrer chez eux. OK, là, on parle... on est ailleurs, là. La relation était différente dans ce temps-là. La mentalité américaine était différente dans ce temps-là de chez nous, puis de moi, des choses que j'ai connues. Fait que c'est pour ça que j'ai été traumatisé beaucoup quand j'étais là-bas. À un moment donné, écoute, je m'en vais, puis c'est la rue, puis moi, j'étais un gars qui sortait pas d'un club. Je sortais pas, j'ai pas été là-dedans. Fait que moi, à un moment donné, je m'ennuie. Je suis dans ma chambre à Tampa, puis je m'ennuie. Puis je dis, je vais peut-être aller au Graham's Bar, parce que, tu sais, c'est le bar des boys, tu sais, puis il va peut-être rencontrer. Puis là, je viens pour arriver devant le bar, puis il y a un gars qui sort de reculons du bar avant que je rentre, puis tombe sur le dos, mais il y a comme un gars dessus qui est après le taper, là, pap. Il tombe sur le ciment, puis là, tout le monde le regarde, puis le gars, il continue à le frapper, puis tout, puis il y a personne qui intervient, puis c'est pas moi qui est intervenu non plus. Fait que là, je regardais ça, puis là, je me suis reviré de bord, puis je me suis dit, tabarnak. Tu sais, c'est trop wild pour moi, ça. C'est pas... OK, ouais. T'es viré homesick, là. Hey, écoute, à un moment donné, j'étais à Knoxville, Tennessee, dans le territoire avec les Fuller. Oui. Puis avec Robert Fuller, Ron Fuller. Oui. Puis il y avait Dick Slater, je sais pas si tu connais Dick Slater. Ben ouais, je m'en allais te parler de lui, parce que Dick Slater, tu sais, je m'en allais te dire qu'à cette époque-là, des legit tough guys, là, il y en avait bien plus qu'à Star, là. Absolument. Dick Slater, c'était un malade, ça. Oui, il donnait des volets à des joueurs de football, puis des gars, c'était fou. Mais il était malade aussi. Comme il m'a rendu, on a fait de quoi, moi, que c'était incroyable. À un moment donné, il y avait des labos au Tennessee, c'était populaire, pas les pétards à mèche, c'était bien plus gros que ça s'appelait des M80. C'était des M80. Oui. Ça ressemblait à peu près gros comme mon pouce, là, si tu veux, là, puis avec une flamèche qui sortait, tu mettais ça dans une bolle de toilette, la bolle de toilette, elle sautait au complet, là. Je te le dis, là, c'était fort. Puis c'était illégal, mais il y avait ça, puis le soir, les gars, dans ce temps-là, c'était pas des farces. Les gars, dans ce temps-là, ils finissaient le show le soir, puis ils achetaient un six-pack, puis ils prenaient leur bière en s'en retournant vers l'hôtel, puis ils s'amusaient. On s'amusait. Moi, je m'amusais à faire ça aussi. J'adorais ça parce que on tuait le temps, on avait beaucoup de routes à faire, puis on pognait les bouteilles, puis on pitchait les bouteilles sur les petits marqueurs de millage sur le bord de la route, là, tu sais. Ouais. T'arrives au 112, 1 000 plus loin, c'est 113, 1 000 plus loin, c'est 114. Ouais. C'était pas gros, là. Ça avait peut-être 3 pouces de large, puis à peu près 1 pied de haut. Puis, tu sais, il fallait que on pitchait les bouteilles là-dessus. Puis, à un moment donné, on s'en va, puis Slater, il y avait une Trans-Am. Puis, il y avait une belle Trans-Am. Puis, moi, j'étais avec Pierre Mad Dog Lefebvre dans ce temps-là. Okay. On était ensemble là-bas à Knoxville. Puis on s'en va dans le char, puis on commence à s'amuser un peu. Puis là, il passe à côté de nous autres, puis il me coupe avec son char. Mais moi, j'étais un petit plaqué, fait que moi, je m'en vais avec mon petit Duster, puis je m'en vais le recouper. Puis là, quand il essaie de passer, puis moi, je l'empêche de passer, là. Je tourne avec mon char de même, puis je m'en vais, puis je le colle. Puis on avait des MRIs, là, tu sais, des pétards dans ce temps-là. Puis lui, il est arrivé à un moment donné, je le laissais pas passer pendant tout, puis j'étais quand même assez bon chauffeur, fait que je le laissais pas passer, puis à un moment donné, il a décidé de prendre la rampe, une sortie, pour
Puis il est arrivé en haut de la rampe, puis il a continué l'autre bord, puis il est redescendu pour prendre la sortie pour rembarquer sur l'autoroute. Puis avant que je le sache, il est rendu en avant de moi. Mais quand il est rendu en avant de moi, il commence à allumer ces pétards-là qui sautent des bols de toilette. Là. Puis là, il mettait ça, puis il pichait ça dans la rue. Puis là, écoute bien, j'avais peur que ça saute en dessous de mon char, mais c'était un vrai fou. Puis quand je l'ai revu le lendemain, après qu'il ait fait ces conneries-là, il rentrait dans la chambre, il était là. C'était drôle, hein? Là, j'étais là, ouais, c'était drôle. Chris. Ceux qui se demandent. C'était drôle parce que tu étais en avant, là. C'était moins drôle qu'à moi. Ouais. Je vais te passer la parole après. Steve, ceux qui se demandent, là, Dick Slater, là, bon, il a lutté à WCW là, vers la fin, là, avant que Ted Turner rachète, puis tout ça. Puis c'est lui qui, en fait, on va dire les vraies affaires, que ça a créé une volée à Sting aussi, là, pour une affaire de conjointe et d'adultère. Fait que c'était pas, tu sais, ça avait pas peur de se saler le nez, mettons. Steve, vas-y, mon cher. Oui, bien là, Jacques, écoute, on parle des territoires, tout ça, t'as du fun, tu rencontres du monde. Inévitablement, à un moment donné, tu fais le retour à Montréal, tu te joins à Lutte internationale, quelque chose en même, là, dans les années 85 à peu près. Avant ça même. Mais là, rendu là, la pression est immense ici pour le jeune Jacques Rougeau, là, parce que justement, il s'appelle Rougeau, même si tu as payé tes dos, puis tu as appris le métier d'un territoire. Non, Steve, je t'arrête. Il n'y avait pas de pression dans ces années-là, parce que j'avais commencé en 77. Rendu en 82, ça faisait 5 ans que je travaillais. Là. Je travaillais des 300 soirs par année. Là. Fait que, tu sais, la confiance en moi était là. Au contraire, là, j'étais un jeune petit coq, puis je t'en voulais, là, ouais. C'est là d'ailleurs que j'ai commencé à avoir les problèmes avec Dino Bravo un peu, parce que c'est lui qui menait la business ici, puis moi, mais j'aimais pas la manière qu'on me poussait à passer. Moi, autrement dit, ça faisait 5-6 ans que je payais mes 12, mais à 300 soirs par année. Puis je me considérais comme un talent qui était quand même assez bien. Là. Après 5 ans, de travailler comme ça, là, tu l'as ou tu l'as pas. T'sais. Puis je l'avais depuis l'âge de 6 ans que je suivais la lutte. Là. Fait que je peux te dire que je savais déjà établi. Fait que non, ça n'a pas été au contraire. C'était des bonnes années pour moi. C'était l'année des matchs avec Joe Leduc, des matchs avec Abdullah, des matchs avec les Garvin, les frères Garvin. C'était des matchs avec Frenchie Martin, Pat Patterson. Puis tu sais, mon Dieu, on roulait comme dans l'or dans ce temps-là, moi et moi en équipe. Tu sais, c'était vraiment... Non, c'était les bonnes années, là, je dois te dire. Moi, j'ai une question, Steve, par rapport à ça, parce qu'on n'en parle jamais de ça. Je veux pas de chiffres, là, OK? Je veux pas qu'il y ait d'autres gars qui travaillent avec toi dans le temps qui disent « Oh ouais, il gagnait tant. » Mais mettons, là, tu sais, tu fais le comparatif avec des athlètes de l'époque. Parce que, tu sais, moi, je m'en rappelle. Moi, là, je vais te dire, mon premier souvenir que j'ai de toi, Jacques, là, ça fait longtemps, là, je te suis, là. Moi, je suis content que tu sois là ce soir. Je me rappelle, je pense que t'étais à Rawdon. Je te parle des magazines, mais qui venaient du Québec, là. T'étais à Rawdon en train de flexer. On voit ton bateau en arrière, il y a des pitounes. Écoute, on doit être à peu près ça, 83-4, là. J'étais 12, 13, 14 ans. Dans ce temps-là, là, tu sais, oui, il y avait les joueurs de hockey, il y avait le Canadien, il y avait un paquet de sports à Montréal. Les expos, ils étaient là, en plus. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que vous étiez en mesure de gagner votre vie si bien que ça, là? Tu sais, si tu fais des comparatifs, là. Faut se faire des comparatifs, je vais dire, avec toutes les questions que tu me poses dans une. Ouais. Je vais dire, j'ai 50 réponses à te donner dans une question, mais pour ce qui arrivait dans le temps oui, j'avais un beau bateau, puis oui, je faisais une belle vie parce que on était à la semaine prochaine, si Dieu le veut, à tous les dimanches matins à la télévision. On était vraiment des vedettes incroyables au Québec. Là. Il n'y a pas une place que je peux pas rentrer dans un centre d'achat en quelque part sans être reconnu. Et puis, j'avais la shape aussi d'un lutteur là, dans ces années-là, en 83. Là, c'était plus comme en 77 quand j'ai commencé. Fait que oui, c'était la belle vie. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, écoute, je faisais, je faisais 1000 piastres par semaine, mettons, dans ce temps-là. Mais 1000 piastres par semaine dans ce temps-là, écoute, la coût de la vie était bien moins cher. Ben oui, c'est vraiment bien moins cher. Je remplissais mon bateau du gaz 20 piastres, c'est mon yacht là, qui roulait pendant 8 heures de temps, là, tu comprends? Fait que, tu sais, c'était vraiment... tu pouvais pas dépenser assez de gaz pour pouvoir avoir assez d'argent au bout de la semaine. Puis il y avait un gars qui était avec moi, un de mes chums, que je faisais beaucoup de ski nautique avec. On faisait du ski nautique tout le temps ensemble. Puis il me disait à moi, c'est drôle, hein, il me disait à moi, les arénas étaient pleines partout. On attirait de l'argent, beaucoup, moi, vraiment, en équipe. Puis le gars, il arrêtait pas de me dire à moi, genre,
Il dit, tu fais 200 piastres à soir, 250. Il dit, c'est 2000 tu devrais faire. Il dit, c'est pas 200, il dit, c'est 2000. Et il dit, puis il arrêtait pas de me dire que je faisais pas assez d'argent. Mais lui, il me voyait ma valeur marchande beaucoup plus impressionnante que qu'est-ce que je disais, mes payes, je faisais des fois. Des fois, on chauffait ce Chicoutimi, on faisait 200 piastres. Mais lui, il disait, puis il venait avec moi, puis il dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis, mais c'était pas mon territoire, puis c'était comme ça. Mais l'affaire que j'ai trouvé le plus difficile dans ces temps-là, je vais te dire, avec Dino Bravo, puis avec Ricky Martel, puis toute la gang, qui était boss là-dedans, il y avait Gino Brito, Frank Valois. Mais je pense que c'est surtout Dino puis Ricky, mais c'est que il nous mettait sur la carte, juste avant que je parte de Montréal puis que j'aie ma différence avec eux autres, que j'étais plus capable, c'était que il nous mettait 3e en équipe avant l'intermission. Puis il se mettait en finale, lui, avec Ricky Martel, puis tout ça. Puis, mais quand on arrivait au show le soir, il changeait les matchs, il nous mettait nous autres en dernier, puis il se mettait en 3e ou 4e pour qu'ils battent la foule pour partir, tu sais, pour s'en aller plus de bonheur. Puis c'est nous autres qu'il fallait qu'ils fassent la job parce que tu sais, quand tu arrives dans un show de lutte dans ce temps-là, c'était toujours montant les combats. C'était toujours les meilleurs combats. Ouais. Puis tu sais, ça montait les préliminaires, puis après les combats de mieux, c'était pas mal bon, puis la finale, c'était vraiment hot. Mais ils nous annonçaient dans le 3e combat, ils nous payaient comme dans le 3e combat, mais quand on arrivait dans un show, ils nous mettaient en finale. Je comprends. C'est pour ça que j'avais dit à Raymond, à un moment donné, par match, je dis, gars, c'est assez. J'ai dit, s'ils veulent nous mettre 3e combat, on va faire un match de 3e combat, puis on va partir avant l'intermission, on va s'en aller chez nous, comme ça, moi, être sur mon bateau à 9h30 le soir au lieu de minuit. Comprends-tu? Ça va être une différence. Fait que ça a été difficile, mais il n'y a pas un soir que moi et Raymond, jamais on a pensé qu'on ne pouvait pas suivre le combat d'avant. Tu comprends? On était non. Puis on a juste à penser les rivalités que vous avez eues, parce qu'écoute, tu sais, le temps avance, puis écoute, je pense qu'il va falloir qu'on te réinvite, parce que moi, je veux que tu sais, puis ça, il y a des questions qui rentrent dans le chat aussi, là, des gens, puis tu sais, il y en a une qui revient tout le temps. On en a déjà parlé ici, dans le Coréron. Steve a déjà fait des chroniques là-dessus, mais je veux que tu sais, à ta façon, parle-moi de la rivalité avec les Garvin. Il y a les Road Warriors aussi, là, c'est clair là, qu'il faut en parler éventuellement, mais avec les Garvin, ça avait été... Puis là, l'implication de ton père là-dedans, puis tout ça, là, raconte-moi, c'était... Ça a été le plus beau feud que le Québec a jamais connu. Je pense que oui. Le premier match contre les Garvin, moi et Raymond, c'est que j'ai jamais eu de combat. Parce que Precious était venu me mettre du spray dans les yeux avant le combat, puis finalement, je voyais plus rien. Moi, j'étais hors de combat avant que le combat commence, puis Raymond, il s'est fait malmener par les deux. Mon père a interféré là-dedans. Puis finalement, ils ont pogné le dessus sur Raymond, évidemment, les deux. Puis après ça, ils ont pogné mon père, qui venait essayer de sauver ses deux fils. Puis là, il l'a mis dans un Boston Crab dans le milieu de l'arène. Ronnie Garvin montait sur le 3e câble, puis il descendait avec un leg drop, un genou dans le dos à mon père. Ils l'ont sorti sa civière. Puis après ça, un mois après, on est revenu, le massacre de la Saint-Valentin, où ce que c'était vraiment, je pense que moi, une de mes meilleures prestations jamais au Québec, parce que c'était une rivalité, c'était les frères contre les frères, les frères Garvin contre les frères Rougeau. C'était vraiment quelque chose que quand que je vais, puis je voyage, puis je parle encore aujourd'hui à les fans partout ce que je vais, ça revient tout le temps, le massacre de la Saint-Jean. Écoute, puis même cette fois-là, tu vois encore quand on parle de rivalité, malheureusement, avec j'avais un problème avec Dino dans ce temps-là un petit peu, c'est que on avait fait le massacre nous autres, puis quand on était revenu contre les Garvin pour le match revanche, on n'a même pas gagné le match, on s'est fait disqualifier, j'ai fini avec un coup d'un parti, puis quand ça aurait dû être notre moment de gloire, là, tu comprends-tu? Ouais. Fait que tu sais, fait qu'il y avait des rivalités comme ça, là. Je pense que Dino était nerveux de ma popularité aussi, je te le cacherai pas, parce que j'étais jeune, puis Dino c'était le gars qui était fort, puis qui était reconnu, tu sais, comme le gars tu pouvais croire en lui, parce que c'était vraiment un tough, puis tout ça. Mais c'était pas jamais comme... Il n'aurait jamais pu être aussi bon qu'un match en équipe. Parce que quand tu es en simple, tu peux donner tant d'efforts dans un combat, tu peux être aussi bon que tu veux dans un combat, mais quand tu as 4 gars qui savent travailler, comme les Garvin, puis Raymond, puis moi, dans une équipe, t'en as de l'action. Là. Écoute, c'est dur. Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils nous mettaient souvent après eux autres. Ils nous mettaient votre moveset puis votre work rate était pas... Peut-être Ricky, mais avec Dino, c'était pas pareil. Là, c'était plus un brawler, puis c'était plus un gars de power move. Puis mais c'était définitivement la plus belle rivalité que je te dis que j'aurais aujourd'hui. Puis même encore là, Ronnie Garvin. Puis ça, on va commencer à parler de Lutte Academy, puis je vais aller me coucher bientôt. Ouais. Mais juste avant de parler de Lutte Academy, je vais te dire que Ronnie Garvin va être un des juges qui va venir cet été. Ah ouais, cool, puis, très cool. Oui, ça va être très cool. Puis Ronnie Garvin, il a un gros respect
parce que lui, c'est un vrai. Puis Jimmy Garvin, c'était un peu... Jimmy Garvin, c'est un gars comme moi un peu. C'était pas vraiment un batailleur, c'était un artiste. Mon frère Raymond, c'est un batailleur, puis Ronnie, c'est un batailleur. Tu comprends-tu? C'était vraiment des toughs. Mon frère Raymond, c'est vraiment un tough dans la vie. Fait que, mais Ronnie, quand il travaillait avec moi, je me changeais un peu en tough. Tu sais, on avait des matchs comme avec Greg Valentine. J'allais jusqu'au sang quand on se frappait sur le chest, des chops puis tout. Puis je faisais le rôle d'un gars qui était tough, mais elle l'était pas. Mais puis Ronnie a gagné un gros respect pour moi là-dedans parce que je m'habituais à son style à lui, contrairement de l'amener, lui, dans mon style à moi. Fait que, tu sais, qu'aujourd'hui, quand je croise Ronnie, puis quand j'ai travaillé avec Ronnie, tout le temps, même quand je l'entends faire des podcasts, il dit, notre Jacques Rougeau, c'est un tough guy. Non, je suis pas si tough que ça. Il a dû revoler une coupe de patates aussi là-dedans, là, une coupe de fois. Mais il y a un respect pour moi, Ronnie Garvin, puis ça. Fait qu'écoute, si tu veux, on s'en va là. Regarde, ce qu'on va faire, Jacques, merci pour, évidemment, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, aux gens qui sont avec nous, on va vous présenter, en fait, 3 promos qui concernent l'Académie de lutte de Jacques. Puis on va revenir après pour en parler. Fait qu'on commence avec QT Marshall. Après ça va être Brett. Puis Taker. On regarde ça tout de suite. Si tu veux, écoute, Martin, juste avant de partir, avant d'aller pour le QT Marshall, j'aurais un petit point que j'aimerais emmener. Ben ouais, vas-y. C'est que, tu sais, quand on parle de Lutte Académie, c'est un projet qui est national. Hein? C'est un projet qui est à travers du Canada. Ça s'est jamais fait tous les territoires travailler ensemble comme ça. Okay. Et puis j'ai des gars de Vancouver, j'ai des gars de Calgary, j'ai des gars d'Edmonton, j'ai des gars de Chris Dillon d'Halifax. Puis c'est tellement incroyable. Mais ce qui est le fun là-dedans, pour attirer tous ces gars-là, il a fallu que je sorte des affaires assez gros comme... Tu sais, ça va être comme un Star Academy. Hein? Ça va être éliminé, ils vont s'éliminer tout le monde, puis on va en éliminer 4 par show. Mais les 4 derniers gagnants, ils vont gagner 5 000 chaque quand même. Là. C'est pas rien, là, parce que les gars des Indies sont habitués de faire 50, 100 pièces, 200 pièces, ils sont chanceux. Puis tu sais, fait que là, ils ont une chance de faire 5 000 pièces après 3 prestations seulement. Puis ensuite de ça, quand j'avais pris ça sur pied, ces 4 gagnants-là, il a fallu que je trouve des commanditaires pour ça. Fait qu'il y a 4 commanditaires qui embarquent là-dedans. Mais après ça, je me suis dit, faut que je mette un vrai bonbon. Puis là, j'ai pogné le numéro de QT Marshall. C'est un gars que je connaissais même pas parce que, comme je te dis, depuis 30 ans, je suis pas allé. Fait que, tu sais, j'ai pogné son numéro et je l'ai appelé. Puis quand j'ai parlé au téléphone, il y avait tout un respect pour moi. Il n'en revenait pas. Et il m'appelait Monsieur Rougeau. Pareil, comme, il est 20 ans plus jeune que moi. Mais, tu sais, lui, il m'a connu quand j'étais comme tu disais, dans WWF. Puis tout ça, tous mes caractères, mes personnages. Il devait être jeune quand il a suivi ça. Fait que lui, avec son école de lutte, de Nightmare Factory, moi, ce que j'avais demandé à lui, j'ai dit, hey, regarde, j'ai 4 gagnants qui vont gagner 5 000. Tu sais, autant femmes qu'hommes, mais j'ai dit, moi, j'aimerais leur donner un moment de gloire. J'aimerais ça qu'ils aillent passer une journée à ton école de lutte là-bas, puis que toi-même, t'es évalues. Tu sais, que t'es embarques dans l'arène, tu leur fais faire des promos, puis tu regardes dans l'arène comment ils sont bons, puis tu vois s'il y a un potentiel, s'il y a quelque chose à faire avec eux autres, puis il m'avait tout de suite dit oui. Mais là, pendant 4 à 6 mois de temps, moi, ça fait 8 mois que je suis le projet, mais les 4-6 les mois qui ont suivi ça, moi, partout que je fais des podcasts en Europe, en Australie, j'en fais partout, ben, j'ai tout été chercher mes contacts. Puis là, je faisais des podcasts, j'arrêtais pas de montrer les vidéos qui sont montrées, ce sera pas long. Mais avant ça, c'était comme, lui, à un moment donné, il m'appelle, il fait à peu près 2 mois, puis il me dit à moi, il y a 1 mois et demi, puis il me dit à moi, il dit, Jacques, il dit, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, j'ai eu peur, c'est le coup qu'il a dit ça, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tu sais? Mais il dit là, il dit, mon téléphone au Nightmare Factory, il est rouge. Et tout le monde n'arrête pas de parler. Ça appelle de partout de la planète. Ça appelle le Nightmare Factory. Ça veut s'abonner. Ça veut savoir comment ça marche. Puis, parce que moi, je montrais le promo qu'on va voir dans 2 minutes. Mais c'était pas celui-là, c'était un autre. Tu vas comprendre pourquoi. Okay. Mais longue histoire, écoute, c'est que là, il me disait à moi, il dit, Jacques, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens que tu fasses de la publicité de même. Et il dit, au lieu de donner une journée à tes gagnants, je vais leur donner 1 semaine. Wow. Fait que là, moi, je me suis dit, wow! 1 semaine. Fait que là, j'ai appelé tous mes lutteurs partout au Canada, qu'eux autres, ils essayent d'aller aux États-Unis depuis longtemps, puis c'est dur d'avoir les papiers pour aller là, puis de rentrer là, tu sais. Fait que moi, c'était juste une porte que je leur donnais, une porte d'entrée. Fait que là, j'ai expliqué à tout mon talent. J'ai dit, écoutez, gars, puis les filles, vous savez pas ce que ça veut dire, ça. Parce que quand vous allez là pour une journée, vous arrivez là avec la gorge sèche, vous n'avez pas une deuxième chance de faire une première impression. Tu sais, si tu arrives là, puis tu manques ton coup, c'est bête, tu t'en vas. Mais là, c'est une semaine. Si tu manques lundi, tu monté mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça te reprendre. Tu sais, fait que là, à un moment donné, le mois passé, moi, je m'en fais un podcast à Montréal avec Nick Drossus, un gros podcast. Fait que je demande à QT, parce qu'il y avait des sceptiques qui se demandaient, hey, tu sais, c'est-tu vrai cette affaire-là, c'est-tu vrai? Fait que moi, j'avais demandé à QT, j'ai dit, j'avais rien demandé dans 8 mois. J'ai dit, veux-tu me faire un autre promo? Puis qui explique que mes gagnants vont aller passer 1 semaine là-bas avec toi. Fait que là, il m'a dit, je fais ça, puis on va le mettre sur le podcast à soin Nick Drossus. Fait que tu vas l'entendre quand il va parler de Nick Drossus, que je m'en vais sur le podcast. Mais là, écoute, il joue la vidéo. Ouais.
Puis on va revenir tout de suite après, puis tu vas comprendre de qu'est-ce qui s'est passé. Je vais faire jouer les trois. Je vais faire jouer QT en premier, Brett puis Taker, puis on revient avec Jacques Rougeau dans le carré rond. Hey everybody, this is QT Marshall from All Elite Wrestling and one of the owners of one of the best training facilities in the world, the Nightmare Factory. And I wanted to give a quick shout out to Nick, who runs a Rise podcast, and this evening has Jacques Rougeau on there. And Jacques has a great project in the works. I'm excited about it. In fact, the Nightmare Factory has even told Mr. Rougeau that the winners of this project will receive a special 3-month, 12-week scholarship to the Nightmare Factory, which has seen athletes from all over the world come train with us. And honestly, some have signed contracts with major wrestling organizations in the world, such as AEW and stuff like that. So I'm excited for this project. I think it's great for aspiring professional wrestlers all throughout Canada. I support it, and I hope that if all works out well, I'll be able to come up to Montreal and partake in being one of the judges of this special project. So good luck to everyone. Just wanted to say hello. Just wanted to let everybody know that it is me, and we are offering this scholarship to the winners. So you can read into it whatever you want, but you've heard it straight from the horse's mouth. It is true. And again, good luck to everyone, and hopefully see you soon. Hey, this is Bret the Hitman Hart, and I want to wish all the best to Jacques Rougeau and his Wrestling Academy 2022. I know they got a big event coming up, a big contest, and a great opportunity for wrestlers across Canada, men and women, to train and maybe win $5,000 and ultimately get a chance to train with QT Marshall and the Nightmare Factory and maybe get a chance to maybe wrestle for AEW. But all I know is this is a great opportunity for every young wrestler, and I want to just thank Jacques Rougeau for putting the idea together. I hope it works out really well, and may the best wrestlers win. And listen, all you young guys in Canada, the Wrestling Academy is the place you need to be. This guy's going to get you on the path to the big times. Listen to what he's saying, work hard, and don't take no shortcuts. You too will be a WWE legend. Work hard, guys. Alors, le mois passé, comme je te disais, là, je m'en vais à Nick Drosis, puis je m'en vais faire l'entrevue, puis je lui demande de faire jouer le nouveau vidéo de QT Marshall. Puis quand tu vas le voir, tu vas le recevoir, tu vas comprendre, c'est que QT Marshall, il dit dans la vidéo qu'il me donne plus maintenant une semaine, il donne 3 mois à mes gagnants. Oh mon Dieu, il donne 3 mois. Fait que mes 4 gagnants, ils vont passer 3 mois au Nightmare Factory. Fait que là, c'est plus comme la première journée que t'as à gorge sèche, puis le mois après, c'est que t'as une semaine pour te faire valoir. Là, quand t'es là 3 mois, ça veut dire que pendant un mois, là, il est rendu après un mois, c'est plus M. Marshall, c'est QT. Puis, mettons, la personne qui est là, mettons, je te donne un exemple, là, c'est Cici qui est là, mais là, une des femmes, c'est Cici, mettons, là, je te prends par hasard. Puis là, c'est plus Madame Gavalis, c'est Hey, Cici, how you doing? Puis là, après 2 mois, là, c'est des femmes. Puis après 3 mois, là, c'est des lutteurs de la AEW qui s'en vont là s'entraîner là, parce qu'ils sont tous basés à Atlanta. Fait que là, ils s'en vont au Nightmare Factory, puis ils connaissent le talent. Ça fait 3 mois qu'ils est voué. On veut aller, fait que là, c'est rendu des amis, là. Fait que là, c'est rendu peut-être qu'il y a des lutteurs qui vont venir à côté de la reine, qui vont dire, hey, regarde, parce que c'est des amis, ils vont dire, essaye ça en place, tu sais, moi, je ferais ça si j'étais tatoué. Puis, tu sais, il y a deux critères pour réussir dans la lutte. J'ai toujours dit, moi. C'est comme dans le hockey. C'est pas toujours ce que tu sais faire, c'est qui tu connais. Puis l'autre affaire, c'est être à la bonne place au bon moment. Alors, quand que je te dis que quand ça fait 3 mois que tu es au Nightmare Factory, puis j'ai 4 de mes gagnants qui vont être là pendant 3 mois de temps, t'imagines-tu comment est-ce que j'ai une chance qu'il y en ait peut-être 2 là-dedans qui aient réussi comme Kevin Owen, puis comme d'autres qui vont réussir à être dans la grosse ligue. Fait que ce tournoi-là qu'on fait en ce moment est tellement, tellement important. Imagine-toi quand j'ai annoncé ça, quand ils ont vu ça il y a un mois, Jody Taylor à Vancouver, puis Chad Daniels à Winnipeg, puis Chris Dunn à l'autre, puis tout le monde, puis Jeremy Prophet qui est un des beaux prospects à Montréal. Il y en a tellement des beaux prospects partout. Mais imagine-toi quand ils ont vu ça, la nouvelle annonce, que QT Marshall, il dit, hey, je vous donne 3 mois à votre école. Fait que là, ce qui est arrivé, là, dans tout ça, cette affaire-là, depuis 8 mois, c'est qu'on est devenu un petit peu le pet project à QT Marshall. Il est comme là, il est parti d'une journée à une semaine à 3 mois. Fait que lui, là, il a tellement eu de la valorisation de moi partout à travers de la planète qu'il veut nous le remettre. Fait que c'est tous les lutteurs qui ont décidé de joindre la Lutte Académie il y a 8 mois, qui en avaient des sceptiques,
Puis il y en avait qui disaient, non, ça sera pas bon, faites pas ça. Puis là, aujourd'hui, on est assis parce que les 4 gagnants s'en vont passer 3 mois de temps là-bas au Nightmare Factory. Oui, parce que Jacques, on va se le dire, puis écoute, je pense pas que je ferais ma job si je te posais pas la question, mais tu sais, parce qu'à un moment donné, il est sorti des affaires aussi là, au sujet de visa potentiel de travail. On était dans la pandémie, tout le kit. Ça, ça a tout été réglé, ce que je comprends, ce que tu me dis. Là. Surtout si QT, il parle de 3 mois. Là. Non, il n'y a rien. Mais non, tu as le droit d'aller en vacances 3 mois aux États-Unis. OK. Fait que c'est pas un problème. C'est ça le point. Là. C'est pas un problème. Tu as le droit de prendre ton sac pour aller pour 3 mois. Tu as le droit d'aller 6 mois aux États-Unis si tu veux. Okay. Puis il y en a qui le font l'hiver. Il y en a qui partent l'hiver, ils appellent ça des snowbirds. Oui, absolument. Ils vont pas travailler. Puis l'important, c'est qu'ils ne travaillent pas là-bas, ils ne sont pas payés. Mais ce qu'ils ont, par exemple, c'est un cadeau qu'ils ont. C'est un cadeau de 18 000 US qu'ils ont, les 4 gagnants. Tu comprends-tu? Fait que là, ils s'en vont là. Il va falloir qu'ils payent leurs dépenses. Ils ne sont pas payés pour ça. Okay. Mais moi, je leur donne 5 000 aux gagnants. Ils ont 4 gagnants qui ont 5 000. Ils prennent leurs 5 000 s'ils sont sérieux, puis ils s'en vont là-bas passer 3 mois, ou ils prennent leurs 5 000 puis ils disent à un autre d'y aller à leur place. C'est non, c'est là que tu vas voir les sérieux puis les moins sérieux. Okay. Puis l'autre chose, il faut qu'on règle, il faut que tu comprennes aussi, là, c'est qu'il y en a qui disent beaucoup, hey, mais c'est les papiers, tu les auras pas. J'ai pas de papier, il n'y a pas de papier du tout. Mais je peux te dire une chose, j'avais pas de papier non plus quand j'étais allé pour Vince McMahon le rencontrer en 1986, quand j'étais allé à Stamford, Connecticut. Mais quand que lui il a vu notre travail, il a espionné notre travail, puis il a aimé ce qu'il a vu, il s'est débrouillé pour avoir des papiers. Oui, c'est ça, là, parce que l'employeur potentiel doit se charger de ça aussi dans ces cas. C'est pas mon problème à moi. L'affaire qu'il y a, c'est que les Américains sont une drôle de nationalité. C'est des gagnants, eux autres, puis ils sont tellement fiers, c'est fou comment ils sont, la mentalité est différente. Mais eux autres, ils ont une chose qu'il faut que je te dise, c'est quand ils veulent quelque chose, ils l'ont. Puis si on s'en va là-bas, puis j'emmène 4 talents, puis maudit qu'on a du beau talent, si tu vas voir luttacademy.ca sur mon site Internet, va voir toutes les vidéos qui sont là de tout le monde, tu cliques là-dessus, tu vois une entrevue, tu vois en action, tu vas voir qu'on a du maudit beau talent là-dedans. Puis moi, je crois sincèrement que QT Marshall va tomber en amour avec une couple des talents qu'il y a là-dedans, des 4 qui vont aller là, et je crois sincèrement, j'ai pas de preuves, je parle à travers de mon chapeau, mais je pense qu'il y en a 2 qui vont réussir au moins, qui vont se faire recruter, puis ils vont avoir leur papier après. Ouais, c'est ça. Ils s'en vont pas travailler de toute façon, là. Ils s'en vont en vacances, ils s'en vont juste s'entraîner, ils s'en vont dans une académie de lutte pendant 3 mois. Steve, excuse-moi, Jacques, Steve, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben moi, là, écoute, je veux qu'on en parle là, justement de Lutte Academy. Moi, je suis allé sur lutteacademy.ca, j'ai vu les gars, il y a des gens que je connais là-dedans. Oui, Jérémy Prophet, c'est un talent incroyable. T'as Excess qui, écoute, Mathieu et... Ian Harrison, écoute, il y a des filles, là, c'est fou les filles qu'il y a là-dedans, il y a des maudites bonnes filles, là, même en Ontario puis au Québec, là, écoute, j'en ai McEnroe, puis j'en ai de comment ça s'appelle, Chantal Leroy du Nouveau-Brunswick. Allez voir toutes les vidéos, il y a du talent, c'est fou, là. Mais là, Jacques, je veux que tu m'expliques, là, puis pour tous nos auditeurs, c'est comment ça va se dérouler, là, Lutte Academy? Je suis content que tu me demandes ça, Steve. Je suis bien content. Comment ça va se dérouler, là? D'un, je vais vous donner un gros scoop, là, ça va se passer au Club Soda à Montréal. Ça commence le 15 de mai. Puis après ça, la première ronde, ça va être le 15 de mai. La première ronde, ensuite, une autre première ronde va être le 24 de juin. Le 26 de juin. Puis après ça, les rondes secondaires, ça vient juste au mois de juillet. Puis après ça, la finale, ça va être au mois d'août. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va marcher comme les mondes que j'ai matchés ensemble pour les combats. Il n'y a pas personne que c'est important qui gagne, qui perd. Ça ne sera pas voté par les perdants et les gagnants. Ils vont flipper un 30 sous dans le vestiaire pour savoir qui gagne, qui perd. Ça, c'est pas important. Ils vont être jugés par leur charisme, par leur habilité dans l'arène, sur le micro, comment est-ce qu'ils sont. Puis le fun là-dedans aussi, je sais que je vais aller vite, là, j'espère que je ne te perds pas là-dedans, c'est que les 400 personnes qui vont avoir là au Club Soda vont recevoir une carte en rentrant. Puis c'est eux qui vont voter. Pour savoir qui garde et qui part. Puis ensuite de ça, tu vas avoir des matchs en équipe, tu vas avoir des matchs 3 contre 3. Puis les matchs 3 contre 3, là, le monde va pouvoir voter, mais 2 dans cette équipe-là, puis 1 dans l'autre équipe. Tu comprends-tu? Fait que ça va toujours être voté par le public. Puis ça, c'est 40% du monde qui vont voter. Il va y avoir des juges aussi. Des juges, des professionnels, du monde qui connaît la business. Un peu comme toi, Steve, que tu pourrais facilement être un juge. Mais longue histoire courte, c'est que ça va être du monde qui connaît la business, qui vont voter à 40%. Mais le fun là-dedans, là, c'est que depuis 6 mois, je parle à travers de la planète, à Londres, à Liverpool, en Australie, à Perth, partout. Puis je dis au monde, préparez vos téléphones parce qu'à 60%, c'est le monde qui vont texter.
Ils vont pouvoir texter pour savoir qui. Même chose que ceux qui sont en foule. Décide qui tu veux qui reste, puis décide qui tu veux qui part. Fait que ça va vraiment devenir une genre de télé-réalité en même temps, mais j'espère juste que le bon jugement des gens vont faire qu'ils vont choisir les meilleurs talents. Puis là, Jacques, je pense que t'en as parlé. Les juges, ce n'est pas nécessairement que des lutteurs. Là. Il va y avoir des comédiens, des humoristes. Il va y avoir des André Roy, il va y avoir toutes sortes de gars, des joueurs de hockey, il va y avoir toutes sortes de personnes parce que si tu vas voir sur mon site lutteacademy.ca, tu vas voir que c'est tout le public au complet là, qui embarque là-dedans au Québec. Il y a des chanteurs, des humoristes, il y a des Georges Saint-Pierre est là-dedans. Écoute, t'as des MMA, t'as toutes sortes de personnes qui sont intéressées à ce projet-là. Et là, la plateforme de diffusion où que les gens vont pouvoir suivre lutteacademy.ca. Il faut, Steve, que tu ailles sur lutteacademy.ca, puis il y a encore quelques petites logistiques à faire, mais ça va être sur ma plateforme YouTube. Écoute, je ne te cacherai pas, là, on a approché toutes les TV au monde, puis il n'y a pas une TV qui est intéressée à ce projet-là. Puis je me suis posé souvent la question, écoute, on a un produit national à travers du Canada qui va être vu mondialement, qui est produit par un Québécois. Ben, je dirais un, mais ma blonde avec elle là-dedans, on est deux. Moi et ma blonde qu'on a fait ça, ce produit-là, juste moi puis elle. Puis ça a dû être à TV. Parce que le monde entier va suivre ça. Mais, je prends ma pilule, puis je me dis, je vais leur montrer ce qu'on va faire. Ça va être vu à travers du monde, puis le monde va tellement en parler de ce projet-là que quand je vais avoir fait mes preuves l'année prochaine à Lutte Académie 2, la 2e saison, bien là, je pense qu'on n'aura pas de misère à décrocher parce que c'est un intérêt qui est mondial en ce moment. Écoute, j'ai des reportages de TVA Gatineau, j'en ai des Halifax, j'en ai de Rivière-du-Loup, TVA, j'ai eu 3 pages dans le Journal de Montréal, Québec, le Journal de Québec, toutes les radios de tous les candidats, comme je pense à Ian Harrison, qui a passé dans 3 journaux de Saint-Jérôme, je pense à Michael Chouinard, qui a passé à TVA 2 journaux de Rivière-du-Loup, puis un poste à Sherbrooke, c'était David Brown qui était là. Tout le monde est embarqué dans ce projet-là, puis j'attribue ça à la pandémie. Parce que le monde était comme, il n'y avait rien à faire. Puis moi, ça fait 8 mois que je travaille là-dessus, là. Mais pendant que le monde était chez eux, puis on ne pouvait même pas assister à une game de hockey, puis même ceux qui pouvaient assister, ils ne voulaient pas écouter le Canadien cette année. J'ai une question, Jacques. Est-ce que dans les objectifs, puis écoute, là, libre à toi de vouloir garder ça confidentiel, mais je te le demande pareil. Est-ce que Fight TV a été approché là-dedans? Est-ce qu'ils vont regarder ça, j'espère, ou... Ben, moi, écoute, là, moi, j'étais un gars de terrain, j'étais un gars de promotion, j'étais un gars je suis capable de donner un méchant beau contenu, mais dans le marketing, je suis moins bon. Tu sais, je sais pas. Non, mais je comprends, là, ça, j'ai envoyé des emails, on a envoyé des emails au poste de TV, tout ça, mais tu sais, ils en reçoivent des millions et des millions. Mais tu sais, moi, je dis toujours que c'est l'offre et la demande. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont tellement en entendre parler que là, à un moment donné, ils vont se revirer, ils vont dire, hey, toi avec, tu parles de ça, et toi avec, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est eux autres qui vont venir à moi. C'est pas moi qui va aller chercher. Et puis moi, fait que je vais payer mes 12, je vais dire comme on dit, je vais payer mes 12. Mais en attendant, je m'amuse comme un petit bébé, puis l'affaire là-dedans, là, il faut que vous compreniez tout le monde, c'est que moi, là, ma vie, c'est la lutte. Ma passion dans ma vie, c'est la lutte. J'ai tombé mort il y a 3 ans quand mes 3 fils ont lâché la lutte parce qu'ils m'ont fait comprendre, ils ont dit, Père, c'est ton rêve, c'est ta passion, c'est pas le nôtre. Tu sais, on l'a fait pour toi pendant 20 ans, mais nous autres, on a une vie à vivre. Puis je le respecte au bout. Puis quand c'est arrivé ça, là, j'ai vendu mon arène, j'ai fermé mon école de lutte, j'ai fait mon dernier match au Parc Jory avec mes 3 fils en équipe. J'ai fini ma carrière, mais j'ai tombé en grosse dépression. J'ai jamais dit à personne. Après ça, le COVID est arrivé. Après ça, mais j'avais plus de raison de vivre. Enlève-moi de la lutte dans ma vie. Oublie ça. Là, depuis l'âge de 4 ans, je suis là-dedans, j'ai 61 ans. Mais je ne vis que pour la lutte. J'ai toujours vécu pour ça. Mais là, avec ce projet-là, je suis redevenu comme en vie. Je revis la vie est belle. Fait que, tu sais, puis en plus de ça, je passe le flambeau, la torche. Le flambeau, comme on dit, à tous les jeunes que moi, quand j'avais 15, 16, 17 ans, puis 18 ans, puis 20 ans, puis que j'aurais aimé ça avoir une porte d'entrée, j'aurais aimé ça être populaire, j'aurais aimé ça faire de l'argent, je leur offre toute cette opportunité-là, alors je revis, je fais de l'empathie avec eux autres en même temps, je leur vois quand j'ai annoncé QT Marshall une journée, puis une semaine, puis 3 mois, je voyais la flamme dans les yeux des vrais, là, qui me regardaient, et disaient, 3 mois avec eux autres, tu vas voir Jake the Snake rentrer une journée, tu vas voir un autre gars rentrer une autre journée, puis toutes les vedettes que je connais
connais pas, en ce moment, qui sont là, qui s'entraînent là, eux autres, ils connaissent tous les jeunes. Ils suivent ça, la AEW, puis ils suivent ça, toute la WWE. Moi, je suis plus ça, mais eux autres, là, t'imagines-tu, là, quand t'es après t'entraîner dans l'arène, puis tu vois un champion de ces ligues-là qui rentre, puis tu fais que te regarder dans l'arène après t'entraîner. C'est comme ça va être malade ce qui va arriver. Fait que moi, je revis tout ça en dedans de mon cœur, en dedans de ma tête, puis là, je t'en vis aujourd'hui. Jacques, Steve, je te reviens, là, je sais où tu t'en vas, je vais te laisser y aller, inquiète-toi pas. Jacques, pour les détails et pour, au fil du temps aussi, pas juste ce soir, mais toutes les annonces et tout ça, j'imagine que l'endroit où on devrait diriger tout le monde, c'est luttacademy.ca. On a partagé le lien dans le chat de la session. Puis évidemment, ben si ce que je vous recommande de faire, je pense que oui, là, mais s'il y a possibilité de vous abonner à une infolette. Ouais, c'est ça, abonnez-vous à l'infolette, ça va être la meilleure façon. Puis nous autres, évidemment, qu'on va garder un œil averti là-dessus. Puis que, écoute, j'ose espérer que tu auras suffisamment aimé ton expérience pour revenir nous en parler, peut-être après la saison, s'il y a d'autres affaires. Mais avant, Jacques, ici, on pose les vraies questions. Je pense que Steve, il y en a une. Je le vois, je le connais, mon Steve, là, ça le démange. Ah ouais, donc. Puis, je te connais comme quelqu'un qui a pas peur d'aller dans un coin puis qui dit les vraies affaires. Vas-y, Steve. Ben écoute, moi le projet de Lutte Academy, à un moment donné, je le suivais de très très près. Puis là, il y avait une rumeur qui était même plus qu'une rumeur qui allait être diffusée sur la plateforme d'Hannibal TV. Et faut-tu conclure que finalement ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Est-ce que l'incident d'Alus a joué là-dedans ou? Absolument. Puis il faut pas se le cacher. Des fois, on fait des erreurs dans la vie. Puis Devin Hannibal, c'est un ami à moi, c'est un élève à moi depuis longtemps. Mais malheureusement, tu sais, à un moment donné, on fait des faux pas. Et puis il y a des dommages collatéraux qui viennent avec ça. Puis c'est juste pour ça. Moi, je vais dire franchement, je l'ai sur ma plateforme maintenant. Je vais le faire, mais moi puis Devin, on reste encore des amis pareils. Mais c'est comme ça que ça va être. Alors, longue histoire courte, c'est que si vous voulez le voir, c'est sur luttacademy.ca. Okay. Ça va être sur ma plateforme. Et puis, mais tu sais, c'est pas le seul qui a fait une erreur dans sa vie, là. Ben non. Fait que, je m'en viens pas à sa défense, je m'en viens pas l'approuver, je m'en vais rien parce que c'est une question qui est très délicate. Mais en même temps, je dois dire que non, pour répondre à vous autres, il se fera pas affaire dans Lutte Academy, il sera pas un juge, il fera pas partie de ça, malheureusement. Il a fait une erreur. Mais, écoute, il a pas été condamné pour ça, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont condamné pareil. Puis lui, il a sa version des choses, puis d'autres gens ont des versions différentes. Mais moi, une chose que je sais, c'est que je vais toujours, hey, écoute, il y a tellement de monde à moi qui, au début, là, des haineux, là, des haters qui me disent, hey, va pas là, puis regarde, il y en a qui se tordent les doigts là. Je vais voir le monde qui me rappelle, qui me disent là, depuis qu'ils savent que c'est 3 mois qui vont passer. Parce qu'il y en a qui ont des préjugés, puis il y en a qui font qui disent des choses, mais j'ai quelques-uns de beaucoup de mes talents d'ailleurs, qui sont encore avec moi, qui ont répondu aux haineux, puis qui ont dit, écoute, moi, je vais rencontrer Jacques Rougeau, puis je vais apprendre à le connaître comme il est. Puis c'est de me le juger par qu'est-ce que je connais et non qu'est-ce que le monde dit. Parce que tu connais l'affaire que ça marche 10 personnes en ligne, quand tu souffles dans l'oreille d'un, tu dis quelque chose, quand ça arrive au bout de la ligne, c'est même plus la même chose qui s'est dit, puis c'est même plus la même chose qui est arrivée. Mais Jacques, ça se peut-tu que... Tu sais, moi, je te connais depuis... Toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais depuis longtemps parce que je te le dis, il n'y a pas une show d'interview que tu as faite ou un podcast que tu as donné que j'ai pas écouté. Fait que j'ai le sentiment de te connaître un peu. Est-ce que ça se peut? C'est une question, j'affirme rien. Que, tu sais, l'ancien coach, tu sais, le gars qui, tu sais, quand cette situation-là est arrivée, parce qu'il y a eu une vidéo qui a circulé, là. Puis, tu sais, est-ce que ça se peut qu'après ça, avec le recul, tu fasses comme, regarde, je veux juste pas m'associer trop, mais tu sais, je veux dire, tu serais pas nécessairement plus des chums pour ça, puis que tu vas rester là pour... Tu sais, j'ai l'image du vieux, je dis vieux respectueusement, mais tu sais, du mentor, tu sais, que là, ben regarde, parce qu'on entend des rumeurs que ça va pas top shape, ces affaires, là, tu sais, ça a sorti à plein de places. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas une question. Ça te regarde pas, puis ça te regarde pas. Si tu veux savoir quelque chose, tu demanderas à lui. OK, parfait, excellent. Lui la question, parce que moi, je parle jamais dans le dos de personne. Non, c'est pas une affaire de parler dans le dos, Jacques. On en a parlé ici. On parle de lutte ici. Regarde, moi, ce que je vais te dire, on va garder ça positif. Oui, c'est ça. C'est ce que je sais. Poser une question, il n'est plus là-dedans dans le projet. Il a fait une erreur avec un arbitre qui est arrivé dans le Texas. J'ai pas toute l'histoire mais j'ai eu sa version. Puis sa version était différente des versions que je reçois de tout le monde. Et je respecte les gens jusqu'à prouver autrement. La seule chose que je peux te dire à propos de ça, c'est que j'ai jamais été actionné.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, fait que beaucoup de versions des fois, puis il y a beaucoup, comme je te dis, des haineux puis des haters qui profitent d'une mauvaise situation de quelqu'un pour les tabasser dessus. Il y a du monde dans la vie qui aime ça quand quelqu'un est à terre, les frapper. Mais moi, quand quelqu'un est à terre, je le relève. Ben, c'est un peu ça, Jacques. Je veux pas. Je veux pas. Non, c'est correct. Regarde, là, c'est pas. Je te disais pas ça. Je veux pas susciter d'émotions dramatiques avec ça. Non, pas tout ce que tu viens de dire, c'est un peu ce que je voulais illustrer. C'est que, tu sais, toi, t'es allé au-devant, t'as dit, regarde, tu t'es fait raconter l'histoire, tout ça. Moi, on n'est pas. Oui, la lutte, c'est une activité qui a bien du gossip dedans, mais on va jamais dans le personnel. Là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ce que je comprends, c'est ça que t'as dit, c'est, ben regarde. Il ne sera pas associé au projet. Next. C'est ça, je comprends. Sauf que. Il y a sa version qui est différente de la version de plusieurs personnes, mais il y a sa version à lui, puis c'est mon ami. Ben alors, c'est ça. Je respecte ça. Moi, je prends sa version, puis jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Ben, c'est ça. Mais pour l'instant, pour le bien du projet, parfait. Pour le bien de tout le monde, il n'est pas dans le projet. Mais tu sais quoi, que je respecte de Vin beaucoup, c'est que c'est lui-même qui s'est dit, Jacques, si ça va te nuire à ton projet, il va me tasser. Et je vais me tasser. Fait que tu vois, ça, c'est un vrai ami, ça. Non, je respecte ça. Ouais, vas-y, Steve. Avant de conclure, là, Jacques, moi, je vais tout faire avec mes acolytes pour conclure un deal avec toi que le gagnant, les 4 gagnants de lutteacademy.ca, ça va nous faire plaisir de les recevoir dans le Coréron. Absolument. Pour lui donner une vitrine. Puis, écoute, Jacques, tantôt, tu n'as parlé, il y a 4 partenaires majeurs qui remettent des bourses et tout ça. Est-ce que tu peux dévoiler c'est qui? Ah oui, absolument. Nicolas Tétrault de Royal Lepage, qui est un agent. Puis après ça, il y a Royal Lepage Maison-Mère. Après ça, il y a Charles Primo, un gars de construction sur la Rive-Sud. Puis il y a Dave Tremblay, un gars de Pointe-aux-Trembles. Puis j'en ai un autre commanditaire aussi que j'ai trouvé super le fun, c'est Dominique Renaud, qui est Maximo Design, que lui, il va payer le billet d'avion de Chantal Leroy. Tu sais, fait que j'ai des commanditaires qui vont payer pour les vols d'avion pour quelques-uns. Fait que oui, c'est grâce à eux, c'est grâce à ces gens-là qui ont donné 5 000 qui m'ont permis de pouvoir avoir ce projet-là. Jacques. Oui, il faut pas j'oublie. Tout le monde qui vient de l'Ontario aussi, il faut que je vous dise, les autobus Ménard. Okay. Les autobus Ménard, ils fournissent tout le transport des académiciens de lutte qui viennent de l'Ontario pendant tout le projet au complet. Fait qu'on a beaucoup d'aide pour les commanditaires qui fait que, parce que moi, là, j'ai des idées de grandeur avec des poches vides. Fait que ça m'a pris beaucoup d'aide et de commanditaires pour réaliser ce beau projet-là. Mais savez-vous, c'est qui mon plus gros commanditaire de tout? Mon plus gros tête de tout? Elle s'en va, là, elle se déplace, c'est ma conjointe. Là. Elle aime pas ça que je tourne la TV puis que je la monte. Là. Mais si ça n'avait pas été de elle, je serais pas assis ici aujourd'hui. Puis tu sais, je te le jure, parce que des fois, là, que j'ai voulu me décourager. Je me suis fait décourager par des gens. J'avais du monde qui s'avait inscrit au début puis qui se sont retirés du projet à cause des langues sales, puis du monde qui faisait de la pression puis de l'intimidation dans le vestiaire des lutteurs indépendants au Québec. Ils faisaient de l'intimidation totalement, là. Puis des menaces qui le trappaient au Québec, puis tout ça. Fait que moi, je me suis dit, hey, écoute, j'essaie d'aider, là, puis ça c'est trop pesant sur mes épaules. Puis ma blonde, elle me disait toujours, écoute bien, là. Toi, tu as le cœur à la bonne place, puis c'est ton métier. Tu n'en vas pas faire un autre métier qui appartient à une autre personne. C'est ta vie. Fait qu'elle était en arrière de moi tout le temps. Fait que je veux juste te dire que mon plus gros tête que j'ai eu en ce moment, c'est ma conjointe. Jacques, évidemment, avant de te laisser, je vais te dire un énorme merci. Je veux surtout te remercier de... Écoute... tu sais, dans le Coréron, nous autres, on est fiers de dire qu'on jase de ce qu'on pense être les vraies affaires, puis tu nous as pas déçus parce que, comme tu l'as dit avant qu'on commence, on n'était même pas encore en live, tu as dit, si tu as des questions, j'ai des réponses, ben c'est exactement ça que tu as fait, puis je t'en remercie beaucoup. Lutteacademy.ca, tout le monde, les commanditaires sont là, les prochaines étapes. Fais juste nous rappeler une dernière fois, Jacques, la prochaine date où ce qui se passe quelque chose, c'est le 26 mai, c'est ce que tu as dit? Le 15 mai. Le 15 mai, pardon. Le 15 mai, puis après ça, ben écoute, je sais pas si tu sais, j'ai été choisi, on est associé avec Montréal Care, les itinérants. Okay. Ils m'ont choisi porte-parole à Montréal Care cette année, donc on va essayer de remettre de l'argent avec eux autres dans le projet. Puis l'autre chose aussi, c'est que il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 semaines, on m'avait choisi aussi au Québec pour le Pink Shirt Day, c'était la journée où toutes les écoles anglaises portaient du rose. OK.
Parce qu'un petit enfant de 12 ans qui s'avait pris la vie et puis qu'il y avait, à cause de l'intimidation, il n'y a pas une dans le vestiaire de lutte, il y en a partout. Ouais. Il y en a dans les écoles. Puis moi, ils m'ont choisi comme porte-parole parce que pendant 20 ans, j'ai donné des conférences dans toutes les écoles de la province de Québec. J'ai fait ça parce que j'essayais de me soigner moi-même de ce qui m'est arrivé de mon incident. Fait que moi, je suis tellement fier parce qu'il va y avoir beaucoup des jeunes des écoles qui vont venir assister à Lutte Académie. J'ai du monde qui va acheter des billets pour eux autres puis qui vont venir assister avec les autobus Ménard puis tout ça. Puis comme je te disais, fait que c'est un projet c'est l'amour de ma vie, ce projet-là. C'est aussi aider les lutteurs canadiens d'un bout à l'autre à avoir une chance, une belle visibilité depuis 8 mois sur mon site Internet mondialement, parce que je fais des podcasts mondialement. Ouais. Puis c'est aussi aider les itinérants, parce qu'on a tous des préjugés. Moi, j'étais le premier, avant que je devienne porte-parole, que je me disais, hey, ces gars-là, moi, je veux pas aider ça. Pendant tout, ils s'aident pas eux-mêmes. Quand je suis allé coucher avec les bébites là-dedans, puis j'ai passé la nuit là, puis je suis allé jaser avec des docteurs, puis avec du monde que sa femme l'avait divorcé, puis était dans la rue, j'ai compris que ça pouvait m'arriver à moi aussi. Fait que, tu sais, j'avais des préjugés qui sont tous partis avec les itinérants. On peut tout y arriver, on peut tout passer par là. Fait que là, on va les aider. Puis, bien, l'intimidation, comme je te dis, les bullying, puis tout ça, moi, j'ai toujours été contre ça, tu sais. On va revenir avec l'histoire des bulldogs, puis avec tout ce qui se passe dans le monde de la lutte, c'est ingrat. L'intimidation, il y en a beaucoup. Alors, c'est un projet de bonté. C'est un projet de bonnes choses. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis tellement fier d'avoir mis ce projet-là. Puis là, je peux t'assurer que les années à venir, il va y avoir d'autres luttes académies. Bon, ben excellent. Ben Jacques, je suis pas mal certain de me faire le porte-parole de tout le monde pour te dire un énorme merci. Que tu sais, des fois, Jacques, sûrement que tu disais tantôt que des fois tu rencontres des workers dans les Comic-Cons puis tout ça, les conventions, puis tu sais qu'eux autres viennent. Ben regarde, moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens que je suis depuis très longtemps et dont je suis fan puis être déçu. Ça n'a pas été le cas à soir. Fait que merci beaucoup, Jacques. Merci d'avoir été là. Puis écoute, on reste en contact. Nous autres, on va faire ce qu'on peut pour donner un coup de main, évidemment. Allez faire un tour, les amis, sur lutteacademy.ca. Inscrivez-vous à l'infolette pour savoir ce qui va se passer. Puis évidemment, toutes les informations relatives à comment vous allez pouvoir participer, parce que ça me semble être très interactif, vous les aurez sur lutteacademy.ca. Un affaire qui est le fun, Martin, qui est tellement le fun pour moi aussi, il faut que je vous dise, c'est quand je suis allé dans le Comic-Con en fin de semaine, que c'était les Nasty Boys ou que c'était les Beverly Brothers ou que c'était Undertaker, que j'étais chanceux. Mais tout le monde à qui j'ai parlé aux États-Unis sont au courant de lutteacademy.ca. Bon, ben, tu dois faire de quoi de correct. Fait que là, autrement dit, là, le monde entier de la lutte, le monde entier, en Australie, partout, ça veut tout savoir qu'est-ce qui va se passer, puis ils trouvent ça tellement formidable qu'est-ce qui se passe au Canada. Fait que moi, la seule chose que je peux vous partager en vous disant, vous autres, que vous m'aimez pas, c'est pas important, mais soyez fiers du Québec et de tous les lutteurs qui sont sortis de là. Et sur les 42 candidats qu'on a en ce moment, il y en a 21 qui viennent du Québec. Sur le 42 au Canada. Fait que, tu sais, je peux juste dire qu'on a une bonne chance de se faire encore une fois valoir à travers du monde entier de la lutte si on est chanceux. Fait que soyez fiers de ce projet-là. Ben, excellent, puis bien fier de t'avoir reçu aussi, mon cher. Puis porte-toi bien, puis on va suivre ça de très près, puis on va donner le coup de main quand ça va être requis. Au plaisir, merci beaucoup. Salut, Jacques. Hey, merci, Jacques.